À la plus belle. Cette pomme est à moi. C'est Paris qui décidera. Paris, je suis Héra. Si tu me donnes cette pomme, je ferai de toi le plus grand souverain d'Asie. Le trône, le pouvoir et une autorité sans fin seront à toi. Paris, je suis Aphrodite. Si tu me donnes cette pomme, je t'offrirai l'amour de la plus belle femme du monde. Elle s'appelle Hélène. Paris, je suis Athéna. Et si tu me donnes la pomme, je t'accorderai la sagesse, l'intelligence et l'invincibilité à la guerre. Hélène est à toi désormais, Paris. Va et conduire son amour. Il y a des centaines de cités antiques romaines partout en Anatolie. Certaines villes ont une histoire qui remonte bien avant Rome. Et ceux qui nous font découvrir ces villes, qui supportent cette épreuve, qui avalent la poussière, c'est-à-dire, vraiment, alors que tout le monde se promène au bord de la mer pendant la chaleur de l'été, ils attendent que la chaleur arrive. Ils s'enfoncent jusqu'au plus profond de cette terre, de cette poussière, pour rendre compréhensible le mystère de l'Antiquité. Ce sont nos chefs de fouilles et leurs équipes dévouées qui rendent cela possible. En ce moment, je suis aux côtés de l'un de ces précieux professeurs. Mon cher professeur Gurkampola, vous êtes enseignant à l'université d'Égée. Vous êtes professeur, docteur. Mais nous sommes venus ici. Professeur, je viens de voir tout à l'heure. C'était comme ça, tout ce tas. L'air. Quand il fait chaud, ça sèche vite. Professeur, vraiment. Pas des soucis. Honnêtement, ce n'est pas parce que vous êtes là que je le dis. J'aime beaucoup nos chefs de fouille. Parce que l'été est arrivé. Nous planifions tous nos vacances. Chérie, où allons-nous? Chérie, où allons-nous? On va à la maison de vacances? On va dans un endroit spécial? On part à l'étranger? Vous attendez la chaleur pour faire des fouilles. Vous avez une période très courte, forcément. Vous êtes vraiment très endurant, professeur. C'est dur, vraiment. Oui, c'est difficile. Cette année, c'est ma 38e année sur les chantiers de fouilles. Vous êtes au bord de la mer, c'est-à-dire en ce moment. Ça fait 4 ans que je ne suis pas allée à la mer. Je n'en ai pas eu l'occasion. Oui, Vous alliez dire que vous n'avez même pas pu y aller cette année. Non, ça fait 4. que je n'ai pas pu y aller. Malheureusement, c'est toujours à cause du travail. On ne prend jamais vraiment de temps spécialement réservé. Mais je pense que c'est aussi un peu mon choix. Bien sûr, il y a la question d'opportunité. Si on veut vraiment, on peut trouver une occasion. Comme vous l'avez dit, la plupart des fouilles se poursuivent surtout pendant l'été. Mais ces dernières années, dans le cadre du projet Héritage pour l'avenir, la période de fouilles a commencé à s'allonger un peu. Nous n'en avons pas encore vraiment profité, mais je pense que ce sera le cas cette année. C'est donc un travail d'amour. Entendreau, ou plutôt les fouilles, car c'est désormais notre enfant. Entendreau 25. Nous allons terminer notre année cette année. On ne peut pas s'en passer. As-tu avalé cette terre poussiéreuse en été? Monsieur, absolument. À part ça. Tu ne penses pas trop. Fais les vacances. Nous venons tout juste d'être témoins d'un événement. Nous avons même demandé la permission. Nous avons filmé la vidéo avec notre professeur. Je vais bientôt la publier aussi. Nous sommes arrivés ici. Il faisait des fouilles dans un endroit étrange. C'était l'équipe de notre professeur. Il y a eu une sorte de cri d'excitation. Et ils ont trouvé quelque chose d'étonnant. Tout à l'heure. Nous irons sur place pour obtenir des informations. Je publierai aussi cette vidéo. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Ils ont trouvé quelque chose comme ça. Pour la première fois en 1300 ans, c'est la main de cette jeune fille qui l'a trouvée avec mon professeur, qui l'a touchée. Pour la toute première fois. Nous sommes à Entendreau, une ville antique. C'est notre président d'association qui nous a amenés ici. La mariée. À un moment, il y a eu ici une telle agitation, une excitation, un cri. J'ai demandé la permission
Pouvons-nous filmer? C'est ce que j'ai dit, auprès de notre chef de fouille. Il a dit bien sûr. Et il y a Madame Eza. Madame Eza, que s'est-il passé? C'est vrai. C'est très sympa. Je viens de trouver la tuile. Inki est scellée. Vous avez trouvé une tuile de toit. Mais une tuile de toit, ça n'excite pas autant les gens normalement. Pourquoi y a-t-il eu une telle excitation? C'est très excitant. Parce que elle est scellée. Le sceau, de quelle époque pensez-vous qu'elle date? Je me tourne vers notre chef de fouille, mais c'est vous qui l'avez trouvé, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment quelque chose de beau. Moi aussi, je veux être archéologue. Professeur, je vous demande de l'accepter. Toujours. Professeur, que s'est-il passé? Qu'avons-nous trouvé maintenant? Il s'agit probablement de l'année de notre ère. 5. Appartenant au siècle. Nous avons trouvé le sceau d'une tuile. C'est la 4e fois cette année. Mais c'est la meilleure lecture. Calilicon. Nous comprenons qu'il appartient à un atelier. Monsieur, nous sommes maintenant en Colombie-Britannique. Puisque vous avez dit 500 ans, cela signifie il y a 2500 ans. Non, il y a 1500 ans. 1500. CB 500 ans. Mon professeur est très têtu. En écrivant. Vraiment. Oui, comme je l'ai dit, il y en avait 3 autres, mais ils n'étaient pas aussi clairs. Calilicon était en train d'écrire. On peut lire la même chose ici aussi. Bien. Professeur, est-ce quelque chose? Est-ce le sceau-maître? Sceau d'atelier. Sceau d'atelier très probablement. Donc, il y a beaucoup de tuiles produites dans le même atelier, mais nous n'avons pu trouver un sceau que sur 4 d'entre elles. Jusqu'à présent. Alors, professeur, cet endroit s'est effondré à cause d'un incendie. La structure que nous voyons ici. Professeur, après Jésus-Christ, au 5e. À quoi servait cet endroit au 5e siècle après Jésus-Christ? Dans un premier temps, au 4e siècle après Jésus-Christ. Au début du 4e siècle, ce bâtiment voit le jour en tant que villa romaine. Il est construit de cette manière. Mais plus tard, après l'adoption officielle du christianisme en 380, au cours du vieux siècle, nous comprenons qu'il a été transformé en baptistère vers le milieu du vieux siècle. En particulier, il y a un bloc avec une croix dessus que vous pouvez voir au sol. Au bloc 8, NS. V.US, un bloc architectural du Moyen Âge. Et puis, bien sûr, la palme baptismale est très importante. Il s'agit d'une preuve importante car elle nous montre que ce lieu a été transformé en baptistère. Les murs sont également dotés de 2 couches de revêtement. En dessous se trouve le premier étage, MS. V.US. Alors qu'une décoration ornementale linéaire était préférée pour leur tête, nous voyons qu'elles étaient recouvertes d'un plâtre riche et coloré composé de décorations en panneaux et de motifs végétaux stylisés qui datent également du 1er siècle après Jésus-Christ. 5. Il montre les caractéristiques du siècle. Monsieur, vous avez un métier merveilleux. Oui, il y a beaucoup de rosée. Regardez, vous êtes trempé, en sueur, fatigué, couvert de poussière, mais c'est vous qui touchez cela en premier. Avec vos étudiants. Je pense que ça doit être un immense bonheur. De toute façon, c'est un métier qu'il faut faire avec passion. Il n'est pas possible de le faire autrement. Tous nos amis ici font ce travail avec passion. C'est pourquoi la fatigue disparaît après une bonne nuit de sommeil. Mais cette satisfaction morale est bien plus importante. Je vous félicite. Je vous remercie. Merci à vous. J'aimerais vous poser une question. À votre avis, quand ce bâtiment a-t-il été détruit? Très probablement après Jésus-Christ. Au milieu du 7e siècle, en raison des incursions arabes, il y a déjà eu un abandon d'Antandro. Et après cet abandon, il y a un ruisseau appelé Saïndéri qui traverse Alprolu. Et au milieu du canyon de ce ruisseau, un peu à l'intérieur, il y a une avancée triangulaire en forme de nid d'aigle. La ville est déplacée là-bas en raison de certains besoins d'entretien. Après ce déplacement, il y a eu un incendie ici. Et lors de cet incendie, cette tuile de toit a été retrouvée dans la couche scellée. C'est-à-dire cette tuile qui vient d'être découverte. Vous l'avez lue pour la première fois après 1300 ans, n'est-ce pas? Oui. Pour la première fois après 1300 ans, nos archéologues l'ont aussi lue. Que font-ils? Il y a de l'excitation, il y a des réunions autour de cela. Nous discutons de l'inscription sur ce sceau. Auparavant, 300 exemplaires avaient déjà été retrouvés. Celui-ci est beaucoup plus lisible ici,
Nous pouvons lire très clairement l'inscription Kalinikon que nous avions déduite de ces traces là-bas. Génial, vraiment merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant, très fascinant. C'est un métier qu'on ne peut exercer qu'avec passion. Notre professeur va nous raconter plein de choses aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, il y a énormément de cités antiques aussi bien en Turquie qu'à l'étranger. Parmi elles, il y en a malheureusement de très importantes dont on entend très peu parler mais qu'on devrait connaître. Il y a une cité antique vraiment très spéciale. Aujourd'hui, notre professeur va nous en parler, il va tout nous expliquer. Professeur, où sommes-nous? En ce moment, nous sommes sur les tentes du mont Ida antique, c'est-à-dire les monts Kaz, dans la cité antique d'Antandro. Antandro est une cité côtière située juste au nord du golfe d'Édrémite. C'est une ville portuaire et d'après les sources antiques, nous apprenons déjà qu'il y avait 2 ports ici. Antandro n'abritait pas seulement des biens culturels matériels, mais aussi des biens culturels immatériels. C'est un lieu important, professeur? Oui, vraiment beaucoup. Oui, c'est une ville assez importante, c'est-à-dire une cité, un État, une sorte de tyran, une ville portuaire. Comment le savons-nous? Nous obtenons des informations à la fois des sources antiques. Elles contiennent de temps en temps des informations sur Antandro, ces sources antiques. En plus de cela, à partir du V siècle avenue Jésus-Christ, c'est une ville qui frappait sa propre monnaie à partir du milieu de cette période. Donc, une cité-État. Bien sûr, une cité-État. C'est un petit État qui agit de manière indépendante dans ses affaires intérieures et extérieures. Et comme beaucoup de ces grandes villes que nous connaissons. Professeur, il y a aussi, par exemple, certaines histoires qui sont devenues universelles pour l'humanité. Comme le déluge de Noé, qui se reflète jusqu'aux tablettes sumériennes. Par exemple, parmi ces légendes anciennes que tout le monde connaît, il y en a une où le nom de cette ville est mentionné, et vous l'avez d'ailleurs très bien illustré derrière nous. Et même, professeur, ce que je tiens dans la main, est-ce une pomme d'or? Oui, c'est une pomme d'or. Il est écrit dessus, pour la plus belle. Pour la plus belle. Cette pomme d'or, pour la plus belle. C'est, par exemple, une histoire incroyable. Tout le monde dans le monde, l'humanité, tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à l'histoire connaissent cet événement. Cette pomme d'or sera donnée à la plus belle. Mais qui est la plus belle? Nous voulons découvrir cette légende. De la part de notre professeur. Et le lien de cette légende avec Antandro, la cité antique, c'est-à-dire la ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et ce qu'il y a derrière nous, donc. Que nous raconte ce design? Cet événement a eu lieu. Disons que c'est une légende. Cela s'est passé comme une légende. C'est une légende qui appartient au monde entier. Les monts Kaz sont vraiment ainsi aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, disons que c'est une montagne où la beauté naturelle est vraiment mise en avant. Et à l'époque antique, comme ces beautés étaient présentes de façon encore plus éclatante, cette montagne était considérée comme digne des dieux. Cet endroit. Et on pensait que les dieux y vivaient. Le mont Ida. Le mont Ida, l'antique mont Ida. Et le mont Ida a accueilli presque la moitié des mythes grecs qui se déroulent en Anatolie. À ce point-là, aussi célèbre à l'époque antique. Et l'un de ces mythes, c'est celui-ci. La décision de Tari, que l'on peut peut-être qualifier du premier concours de beauté du monde que l'on voit derrière nous. Voici maintenant le jeune garçon tenant un bâton dans sa main. Est-ce le Paris que nous connaissons? Mon professeur tourne. Oui, Mitleba. Paris, Alors, Paris est-il le fils du roi de la tour Priam? le fils de Priamon, Paris, oui. Est-ce qu'il rend le roi instantanément? Oui. Disons les choses ainsi. Télé et Sesti se marieront en présence des dieux. Eri n'est pas invitée à ce mariage. Eri est la déesse de la discorde. Partout où elle va, elle sème le trouble et la pagaille. Cette fois, ils disent qu'il y ait enfin un mariage joyeux et sans histoire. Ne convions pas Eri, mais cela parvient aux oreilles d'Eri. Au moment le plus excitant et le plus joyeux du mariage, elle jette cette pomme sur la table du banquet. C'est une pomme d'or, et il est écrit dessus, à la plus belle. Héra, Athéna et Aphrodite, pensant chacune être la plus belle, se précipitent pour s'emparer de la pomme. Héri a atteint son but. C'est la pagaille générale. Mais elle n'arrive pas à se mettre d'accord sur laquelle est la plus belle. Zeus dit, tu choisis dès le début, lequel d'entre nous? Ma beauté. Super. Il est allé lancer le bal. Mais Zeus est également éveillé.
Sa femme Héra et ses enfants Athéna et Aphrodite ne veulent absolument pas participer à ce bal. Il dit qu'il était sur le mont Alexandrie à ma place. Que Paris, qui est berger sur la montagne, décide. Oui, au fait, chers messieurs qui regardez cette vidéo, vous vous retrouvez souvent dans cette situation. Vous mettez votre mariage en danger. Regardez, même dans ces légendes antiques, le mariage et le bonheur. Il y a des leçons incroyables à tirer, même sur l'art d'être heureux. Donc, il ne faut surtout pas négliger tout ça. Franchement, professeur, il faudrait vraiment suivre l'exemple de Zeus sur ce point. Oui, heureux. Heureux. Ou plutôt de Priam. Le choix de Paris vient en fait de cela. En réalité, Paris est le fils de Priam, roi de Troie. Oui, c'est un prince. Mais avant la naissance de l'enfant, Priam fait un rêve et les devins interprètent ce rêve comme signifiant que l'enfant a naître. Lorsque les devins annoncent que l'enfant causera la ruine de Troie, Priam décide d'abandonner Paris sur le mont Ida, dans les montagnes de Case, pour s'en débarrasser. Il naît. Là-bas, il devient berger. Oui, et l'enfant, abandonné pour mourir, est trouvé par un berger, adopté, et il continue sa vie là-bas. Et c'est pour cette raison, parce qu'il a une identité particulière, qu'il est choisi par Zeus comme arbitre. Mais avec le temps, il grandit et continue à garder les troupeaux. Il a aussi un taureau qu'il aime beaucoup. Chaque année, diverses compétitions sportives sont organisées à Troie. Et cette année, il semble que le prix pour le vainqueur sera le taureau préféré de Paris. C'est pourquoi Paris décide de participer à la compétition. 3. Et ici, il faut ouvrir une parenthèse. Paris a aussi une sœur, Cassandre. C'est une très belle femme. Et Apollon, il veut être avec elle, Tamra Apollon. Mais il n'arrive tout simplement pas à s'en approcher. Cassandre. Finalement, il ne supporte plus l'insistance et dit à Apollon, car Apollon est un dieu prophétique. Si tu me donnes la capacité de voir l'avenir, j'accepterai d'être avec toi. Il accepte. Cassandra accorde cette capacité. Apollon. Apollon accorde et voit toutes choses et tous les futurs. Mais malgré cela, Cassandra refuse toujours d'être avec Apollon. Apollon se mit très en colère et le maudit. Il dit, tu verras tout ce qui va arriver, les personnes ne te croira. Ainsi, lorsque Paris décide d'aller à Troie, Cassandre le dit à tout le monde. Regardez, Paris arrive, il sera la cause de la ruine de Troie. Ne le laissez pas entrer, les personnes n'écoutent. Et la prophétie s'accomplit. Quand il arrive là-bas, on découvre que Paris est le fils de Priam, le prince. Et Priamo était déjà très contrarié pour avoir fait tuer mon fils. Il devient très heureux lorsqu'il s'arrête et commence à vivre là-bas. Bien sûr, avant cela, Alors qu'il travaillait comme berger. nous fermons la parenthèse en faisant paître. Blénec, J'ai jeté le bâton. il ne lui a jeté. Va à Paris et demande-lui de te dire laquelle d'entre vous est la plus belle. Il a dit. Héra, la déesse messagère, Héra, la troisième, en emportant aussi le fleuve des dieux. Ils sont arrivés au mont Alexandrie, juste derrière Antambro, pour être choisis. Maintenant, professeur, ce sujet est très important. Où sommes-nous en ce moment? Nous sommes à Édrénite. Nous sommes à Antandro, l'ancienne cité des Altéénoliques. Est-ce ainsi que cette ville apparaît dans cette légende? Oui. Alors, quand ces trois vieux faisaient paître les animaux de Paris, ils allèrent vers lui et lui demandèrent lequel d'entre nous est le plus beau. Le nom de cette ville est-il mentionné lorsqu'ils décrivent le lieu qu'ils demandent? Oui. C'est-à-dire la Colombie-Britannique. 1. L'écrivain antique Strabon, qui a vécu au XVIe siècle, a écrit un livre intitulé Geographica. Là-bas, les dieux sont venus sur le mont Alexandria, juste derrière Antandro, pour être choisis, en prenant Antandro comme point de référence dans sa description. Alors, une Minute, c'est ici, de la mer jusqu'en haut. La pente que nous voyons là, c'est cette partie. C'est derrière cela? c'est derrière. Donc, cette grande rencontre a lieu là-bas. Oui, exactement ici. Arrivé, expliquons cela comme un homme. Le monde s'effondre. Le monde coule ici, parce que le monde connaît réellement cet incident. Il le sait certainement. Parce que c'est ce qu'on lit dans toute la littérature européenne en cours de latin, dans l'éducation.
Merveilleux. Alors Notre objectif est celui-ci. Regardez ici, c'est ici que les événements que vous connaissez ont eu lieu. Le golfe d'Etremi, Montandro, Balquezir indique cet endroit. venez ici. Ici, voyez mieux l'endroit où cette rencontre a eu lieu. Prenez votre huile d'olive et retournez dans votre pays. Exactement. Faire cela, c'est très important. Alors, que se passe-t-il ensuite, professeur? Bien sûr, dès que les dieux arrivent, aucun ne reste inactif. Héra dit à Paris, si tu me donnes la pomme d'or, si tu me choisis comme la plus belle, je te donnerai la domination sur l'Asie. Athéna, elle, promet la victoire dans chaque bataille à laquelle il participera. Quant à Aphrodite, elle s'engage à lui offrir l'amour de la plus belle femme du monde. Après ces promesses, Oui. En raison d'une certaine faiblesse des hommes, il donne la pomme à Aphrodite. D'ailleurs, ce que vous voyez ici s'inspire du tableau de François Gravier Fabre, réalisé justement à partir de cette faiblesse. Il donne la pomme à Aphrodite. Et ici, ce que vous voyez est une œuvre inspirée du tableau de François Gravier Fabre. C'est vraiment très réussi. Les olives bouillies, tout est réel, et ces 2 dimensions donnent vraiment l'impression d'être en 3 dimensions, avec les murs de pierre à l'arrière. J'adore, vraiment. Vous avez eu une très bonne idée. Oui, je peux dire que ça attire encore plus l'attention que votre villa romaine. Les gens viennent ici. L'antique est-elle ouverte ou fermée? Elle est ouverte tous les jours sauf le lundi. Ils viennent. Franchement, on peut venir ici juste pour prendre des photos. Trouvez une pomme d'or comme moi. Et ensuite, venez. Je ne sais pas, si vous venez avec votre femme, vous devrez la donner à votre femme. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Si vous venez sans votre épouse comme moi, vous devrez en donner une, mais à mon avis, laissez tomber les choses temporaires. Les autres sont plus importants, sachez-le. Et après, que se passe-t-il, professeur? Ensuite, après avoir donné la pomme d'or en Afrique, Paris commence à attendre le jour où il rencontrera la plus belle femme du monde. Voilà, après l'histoire du retour de Paris à Troie que je viens de raconter, Paris commence à vivre à Troie-et. Il part rendre visite à un roi nommé Ménéla en Grèce continentale. À ce moment-là, un très proche ami de Ménéla est décédé. Il quitte sa ville pour aller lui présenter ses condoléances. Et sa femme, c'est Hélène, la plus belle femme du monde. Profitant de cette absence, Hélène est enlevée par Paris. Elle arrive à Troie avec son trésor. Et ensuite, Tu te souviens des Troyens, n'est-ce pas? Cette scène-là, juste au moment où ils font demi-tour sur le bateau, il fait sortir Hélène de sa cachette. Frérot, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas nous attirer des ennuis? Il faut qu'on la ramène. Il dit qu'il faut rendre cette femme. Ensuite, bien sûr, tout ce qui devait arriver arrive. oui, une grande armée achéenne se rassemble, une armée grecque se forme. Troie est assiégée par la flotte. Mais elle ne tombe pas, quoi qu'il arrive. Quoi? Et les dieux, ils observent le mont Ida de Case. Ces dieux prennent parti, n'est-ce pas? Absolument, ils prennent parti, et ici surtout Héra intervient beaucoup. Parce qu'Héra est un personnage très rancunier. Elle, Elle en a fait voir de toutes les couleurs à son mari. non seulement elle l'y en fait baver, mais elle veut aussi que la lignée de Pro soit effacée de la surface de la terre. Parce que Paris ne l'a pas choisie. C'est aussi simple que ça. Elle est rancunière. Il parle du roi de Troie. Oui, elle fait tout pour que Troie soit rayée de la carte. Elle voit que ça ne marche pas. Troie ne tombe pas. Elle commence à faire des avances à Zeus. Elle lui dit « Je vais être avec toi ». Et lui répond « Mais comment on va faire? Tous les dieux sont autour de nous. » Elle se dit « C'est descendre un nuage. Ça nous arrangera. C'est Héra qui dit ça? » Oui, c'est La- la rusée. Le nuage se lève, Zeus regarde, et Troie est devenu un brasier. Il comprend qu'il a été dupé, et Troie est en flammes. Il comprend qu'il a été trompé, il gronde Héra et appelle Héra. Il dit que la lignée de Troie va perdurer. Et c'est pour cela qu'il confie une mission à Énée. Qui est Énée? Énée est un noble troyen. Donc il y a un lien de parenté alors? Est-ce qu'il a un lien avec Priam, Paris, Hector, cette famille-là? Ou bien c'est juste quelqu'un du peuple troyen? C'est quelqu'un de la classe dirigeante de Troie et il est dans le mont Ida. C'est Énée qui est né de son union avec Aphrodite. Donc en fait, Énée, C'est comme si c'était l'enfant de Paris, alors? ce n'est pas l'enfant de Paris.
C'est l'enfant d'Aphrodite. Aphrodite. Énée naît de l'union d'Aphrodite et d'Anchise. C'est pour cela qu'il a été choisi. Énée, pour fonder une nouvelle Troie. Et une fois qu'il reçoit cette mission, il quitte Troie en flammes, même s'il ne le veut pas. Il arrive à Antandro avec un groupe de Troyens. Antandro, c'est aussi le lieu de Cybèle, qui est la déesse mère. Le culte cybélidéenne trouvé à Antandro. Ce que nous savons, Cybèle, c'est bien ça? c'est Cybèle, mais celle du mot Ida, la Cybèle d'Ida. Leurs épithètes sont donc différentes. Ici, la Cybèle du mot Ida, avec le bois qu'il coupe dans son bosquet sacré, sur la colonne sacrée, il construit 20 navires en bois et prend la mer. Donc, il ne fonde pas sa nouvelle ville, son pays ici, mais il part d'ici pour aller là où il la fondera. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que son nom est mentionné à l'endroit de cette grande rencontre. Maintenant, Énée va fonder la deuxième Troie. Il part d'ici comme la ville d'où il se met en route pour la fonder. Oui, Il quitte cet endroit. Et voilà l'histoire, en fait. L'histoire qui commence à Antandro a été écrite dans un livre intitulé l'Énéide par le célèbre auteur romain Virgile. C'est un livre écrit en latin. Il a été entièrement préservé jusqu'à nos jours. Et ensuite, tout ce qui va arriver à Énée. Tous ces événements se trouvent dans ce livre. exactement. À la fin, il part pour Rome. À Rome, il devient l'ancêtre de Romulus, qui a été allaité par la louve et de la lignée de Romulus. Il en devient le grand-père. Ce sont ses petits-enfants. Oui, ce sont ses descendants. Oui. Et c'est ainsi que l'Empire romain a été fondé à partir de là. Oui, il en est le fondateur légendaire. La cité antique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ainsi que ses habitants, sont donc devenus les fondateurs de l'Empire romain. Vous voyez l'histoire? Est-ce que nous savons cela? Non, nous ne le savons pas. Les habitants d'Édrémite ne le savent pas. Je viens de Manisa, je suis juste à côté d'ici. Je ne sais pas à ce sujet. En fait, en tant que personne qui apprend et enseigne la connaissance, nous n'enseignons pas aux gens nos valeurs. Félicitations, professeur. Quelque chose de génial. Je veux dire, j'ai été étonné et surpris. J'étais très triste car jusqu'à présent nous étions étrangers à ces choses. Notre devoir en est déjà un. C'est Pour le faire connaître à tout le public. Super. Sensibiliser non seulement aux biens culturels matériels, mais aussi aux biens culturels immatériels. C'est très important de ce point de vue. Au fait, es-tu prêt? Maintenant, nous avons trouvé notre précieux professeur. Notre professeur a pris du temps pour nous. Il n'y a rien de plus précieux. Et il nous a raconté une incroyable légende historique. Et en plus, nous sommes sur place, à l'adresse même. Si vous êtes prêts, notre professeur fouille ce site depuis exactement 25 ans et il va nous parler de cette ville incroyable. Oui. 25 ans, c'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose d'important. Il aurait pu dire aussi, je fouille ici depuis un an. Mon professeur. Alors, vous êtes la personne qui connaît le mieux cette ville au monde en ce moment. Et tu as commencé en premier, n'est-ce pas, mon professeur? Oui, nous avons été les premiers à lancer des fouilles officielles dans zone de peuplement. Quelque chose de génial, dominant. Dans la baie. Je ne peux pas penser à quelque chose de plus précieux. Notre professeur, qui a mené la première fouille ici et qui connaît mieux que quiconque tout ce qui a été découvert depuis ce jour, va nous parler des vieux. Si vous êtes prêts à découvrir cette ville d'où sont issus les fondateurs de l'Empire romain qui a marqué le monde entier. Professeur, nous sommes à vos côtés. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons à la villa romaine. Bien sûr, si l'on regarde du point de vue de sa fondation, la ville, avant Jésus-Christ, elle possède une histoire qui remonte jusqu'aux années 6000 avant Jésus-Christ. Mais cette histoire s'est poursuivie avec des interruptions. Malheureusement, nos fouilles actuelles le montrent ainsi. Alors normalement, professeur, la villa romaine qui fait office de vitrine. Normalement, puisque cette ville est très grande, elle devrait avoir son théâtre, son gymnase, son odéon, son agora, n'est-ce pas? Absolument, elle devrait les avoir. C'est-à-dire qu'actuellement, comme toutes les zones n'ont pas été dégagées, nous n'avons pas la possibilité de localiser ces endroits partout par des sondages. Mais nous avons en tête un emplacement précis, notamment pour le théâtre. D'ailleurs, les gradins du théâtre commencent aussi à apparaître petit à petit, mais ils ont été réutilisés ailleurs. C'est donc une preuve importante que nous ne sommes pas très loin de notre objectif. Mais c'est très intéressant. Maintenant, vous allez nous emmener à la villa. Je vais vous emmener dans une villa romaine. Le professeur. A découvert une villa. Si une villa ressemble à ça, je me demande vraiment à quoi ressemble le reste de cette ville. Oui, et en termes de superficie, elle occupe une très grande zone. Ce n'est pas une villa ordinaire, et son plan le montre. Je vous donnerai des informations à ce sujet. Oui, maintenant, professeur, pouvons-nous commencer juste ici? Que faisons-nous ici maintenant? Que faisons-nous ici?
Ici, nos visiteurs frappent eux-mêmes leur propre monnaie. C'est une machine à frapper la monnaie fabriquée selon la technique de l'époque antique. Il y a un sceau en bas et un sceau en haut. Sur le sceau supérieur, il y a une figure particulièrement importante pour Antandro. Il s'agit de la marche d'aîné avec son père et son fils vers le navire. C'est une composition entièrement propre à Antandro, c'est-à-dire que La monnaie de cette ville. c'est inspiré d'une médaille frappée par cette ville. Un sceau réalisé en s'inspirant de cela. Mais cela a beaucoup à voir avec cette ville. Bien sûr, il a été imprimé par Antandro et il y a l'inscription Antandrion en dessous. Grec. Il a donc été imprimé par Antandro. Nous avons attaqué Antandro parce qu'il contenait le message. Nous pouvons le dire très clairement. Ici, Les visiteurs peuvent ici frapper personnellement des pièces commémoratives. ils peuvent imprimer de l'argent et vous pouvez le prouver en imprimant de l'argent pour vous-même. Oui. Nous frappons. Au tir, Nous pouvons le frapper une ou deux fois de plus sans le déplacer. Ah, rapide, rapide. la vitesse est plus rapide. Est-ce que ça va, monsieur? Je suppose que cela a dû arriver. Maintenant, notre pièce est l'accent grave. Normalement, nous avions une petite cuillère ici, mais donc, Un instant, professeur. on peut la prendre avec le bâton. Comme ça. Commis. Ah, notre nid d'Antandro est apparu. C'est un sceau négatif. En positif, Vous pouvez regarder? Sur notre pièce. c'est apparu. Comme vous voyez, La personne, ce n'est pas ça? Aîné, son terre en chise sur le dos et à côté son fils Ascagne avancent tous ensemble vers le bateau. Magnifique. Oui, maintenant j'ai aussi une pièce de cette ville en souvenir. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Professeur, dépensez-la de bon cœur. Merci à vous. Je suis vraiment curieux de cette villa. D'ailleurs, je ne l'ai encore jamais vue. J'en ai seulement vu des photos. J'ai vu ces mosaïques incroyables. Ce serait la première fois que je la visiterai avec vous. Professeur, allez-y.